On va commencer avec une sorte d'énigme en fait. Ah oui, Comment est-ce qu'une paire de chaussures, les Hush Puppies, passe de quasi inconnu, on parle de 30 000 paires par an à peine, c'est rien du tout ça. à un phénomène de mode national en l'espace de 2 ans, et tout ça sans la moindre campagne de pub? Et autre chose, comment New York, dans les années 90, voit sa criminalité chuter de 2 tiers en 5 ans, alors que tout le monde prédisait le pire. Eh bien, ces deux histoires, qui a priori n'ont aucun lien, sont au cœur d'une réflexion fascinante tirée d'un livre, The Tipping Point. Et pour notre discussion, c'est plongé dedans. L'idée centrale est assez radicale. Elle dit que les modes, les idées, même la criminalité, se propagent comme des épidémies. Comme un virus. Donc, c'est pas une courbe lente, régulière, c'est quelque chose qui couve, qui touche quelques personnes, et puis d'un coup, ça atteint un point de bascule. Le fameux tipping point. Et ça explose. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de décortiquer cette mécanique. L'auteur nous dit que tout repose sur trois grandes règles. Absolument. Et la première chose à bien saisir, c'est que ça va à l'encontre de notre intuition. On a tendance à penser que les grands effets viennent de grandes causes. Pour la criminalité, il faudrait des réformes énormes. Des milliards de dollars, des plans sur 10 ans. Exactement. Et là, on nous dit, non, pas forcément. L'auteur insiste sur trois points pour ces épidémies. Le premier, c'est la contagiosité. C'est simple. L'idée, le comportement se passe de personne à personne. Les premiers jeunes qui ont porté ces fameuses Hush Puppies à Manhattan, ils n'ont pas fait de pub, ils ont juste contaminé leur entourage. C'est ça. Le deuxième point, et c'est peut-être le plus fou, c'est que des changements minuscules peuvent avoir des effets gigantesques. Il y a une analogie dans le livre qui est saisissante. Ah oui, la feuille de papier. Oui, si on prend une simple feuille de papier et qu'on la plie sur elle-même 50 fois, son épaisseur atteindrait la distance de la Terre au Soleil. C'est la puissance de la progression géométrique, quoi. Une épidémie sociale, c'est le même principe. C'est incroyable. Et le troisième point, c'est que le changement est brutal. Il n'est pas graduel. La criminalité à New York n'a pas baissé de 2% par an. Elle est restée stable, voire a augmenté. Et puis d'un coup, en 5 ans, elle s'est effondrée. C'est ce basculement qui est fascinant. Alors, par où on commence? C'est quoi cette première règle? La première règle, c'est la loi du petit nombre. C'est un peu le principe de Pareto, le 80-20, mais en version extrême. L'idée, c'est que dans une épidémie sociale, une toute petite minorité de gens est responsable de la majorité de la contagion. On parle de quelques personnes exceptionnelles, divisées en trois catégories. Cette idée qu'une poignée de gens sont à l'origine de tout. C'est dingue. On imagine les tendances comme des mouvements de masse, mais en fait, non. Alors, qui sont-ils, ces super propagateurs? La première catégorie, ce sont les connecteurs. Bon, le nom est assez parlant, ce sont des hubs sociaux, des gens qui connaissent un nombre incroyable de personnes, et surtout des personnes qui viennent de mondes très différents. Ils sont le pont entre des cercles qui, normalement, ne se parlent jamais. Les maîtres des liens faibles, comme on dit. Tout à fait. C'est souvent plus utile qu'un ami proche pour trouver une info ou un job. L'exemple historique donné est génial, celui de Paul Revere, la fameuse chevauchée de minuit. On connaît tous l'histoire, mais pas forcément les détails qui changent tout. Oui, la nuit du 18 avril 1775, deux cavaliers partent de Boston, Paul Revere et un certain William Dawes. Même mission, même message, les Anglais arrivent, et pourtant le résultat est complètement différent. Radicalement. Dawes a chevauché des heures. Son message n'a quasiment pas circulé. River, lui, a déclenché une alerte générale. Partout où il passait, les milices se levaient. Pourquoi? Parce que Dawes était un type normal, avec un cercle social normal. River, lui, était un connecteur. Il connaissait tout le monde en fait. Voilà. Il était artisan, mais aussi dans une loge maçonnique, un club de pêche, une organisation politique. Quand il arrivait dans un village, il savait exactement à quelle porte frapper, qui était l'influent, qui était l'officier. Il a activé son réseau. Ce n'est pas le message, c'est le messager. Ça me fait penser à l'expérience des 6 degrés de séparation. On découvre que la chaîne qui nous relie à n'importe qui sur la planète passe presque toujours par un ou deux de ces fameux connecteurs. C'est tout à fait ça. Alors, deuxième catégorie très différente, les experts ou mavens en anglais. Eux, leur truc, c'est pas les gens, c'est l'information. Ils accumulent le savoir, ils adorent ça. On en a tous un dans notre entourage, c'est celui qu'on appelle avant d'acheter un ordinateur, celui qui a lu tous les comparatifs. Précisément. Mais leur vrai pouvoir, c'est pas seulement de savoir, c'est qu'ils sont motivés à partager ce savoir. Et leur but, c'est d'aider.
pas de vendre. L'auteur cite un certain Marc Alpert qui connaît par cœur les prix du café dans tous les supermarchés. Ah oui? Et il ne peut pas s'empêcher de donner ses tuyaux à tout le monde. Sa crédibilité est totale, parce qu'il n'a rien à y gagner. C'est un éducateur. Quand un expert te recommande un truc, tu l'écoutes. D'accord, donc les connecteurs pour la diffusion large, les experts pour la crédibilité. Il manque une pièce, non? Il manque la persuasion. C'est la troisième catégorie. Les vendeurs. Eux, ils ont ce charisme, cette énergie, un enthousiasme qui est contagieux. Ils n'ont pas forcément besoin d'arguments ultra rationnels. Ils nous embarquent par leurs convictions. Et ce qui est fascinant, c'est que ce pouvoir est souvent non verbal. L'analyse parle d'études sur les micro-expressions des présentateurs de journaux. Le fait qu'un présentateur ait un micro-sourire en parlant d'un candidat suffisait à influencer positivement les gens. Oui, notre cerveau est câblé pour ça. Les vendeurs maîtrisent ça instinctivement. Ils créent une synchronie avec toi par le ton, le langage corporel. C'est une contagion émotionnelle. L'exemple de Tom Go, un conseiller financier, est parlant. Il crée un lien de confiance total en quelques minutes. C'est pas tant ce qu'il dit, mais comment il le dit. Ok, donc pour récapituler cette première loi, une idée a besoin de ces gens-là pour décoller, mais j'imagine que même le meilleur vendeur du monde ne peut rien faire si le message est nul ou trop compliqué. C'est là qu'arrive la deuxième règle. Exactement. C'est le facteur d'adhérence. L'idée doit être mémorable, elle doit coller. Et parfois, un tout petit changement dans la présentation peut rendre un message inoubliable alors qu'il était transparent avant. L'exemple qui est développé, c'est celui de la télé pour enfants. La comparaison entre Sesame Street et Blue's Clues. Sesame Street, c'était une révolution. L'idée était géniale. Si on capte l'attention d'un enfant, comme le fait une pub, on peut lui apprendre des choses. Et pour savoir ce qui captait leur attention, ils ont fait des tests hyper poussés, avec une méthode appelée le distracteur. L'enfant regarde l'émission sur un écran, et juste à côté, un autre écran projette des images très colorées, très attirantes. Et il mesure quand l'enfant détourne le regard. Voilà. Ils ont pu savoir ce qui collait et ce qui ne collait pas. Et la grande découverte, c'est que les enfants ne sont pas juste attirés par les couleurs et l'action. Ils sont attentifs quand ils comprennent. Ils décrochent dès qu'ils sont confus. C'est la clé. Et c'est là que Sesame Street, malgré son génie, faisait des erreurs. Oui, le format était celui d'un magazine, des sketchs courts, sans lien entre eux. Et puis, il y avait des blagues pour adultes, des jeux de mots. Pour un enfant de 4 ans, c'est juste de la confusion. L'épisode où Big Bird veut changer de nom, c'est un bon exemple. Pour un adulte, c'est mignon. Pour un enfant qui apprend que chaque chose a un seul nom, c'est angoissant. Le message ne collait pas. Et Blue's Clues a poussé le concept d'adhérence à fond. C'est d'une simplicité redoutable. Une seule histoire, une structure qui se répète, l'animateur qui pose des questions et qui laisse de longs silences pour que les enfants répondent, et l'idée la plus folle, il diffusait le même épisode 5 jours de suite. Pour un adulte, c'est l'enfer. Mais pour un enfant, c'est du génie. Voilà. Le premier jour, il découvre. Le deuxième, il l'anticipe. Le cinquième jour, il maîtrise. Il se sent intelligent. Il aide l'animateur. La répétition a rendu l'apprentissage incroyablement adhérent. Un changement minuscule dans la structure pour un effet énorme. Donc, on a les bons messagers, le bon message. Il reste la troisième règle, qui est peut-être la plus déstabilisante. Le pouvoir du contexte. L'idée que notre environnement immédiat change radicalement qui on est. Oui, et c'est celle qu'on sous-estime le plus. On aime croire que nos actions viennent de notre caractère, de nos valeurs, mais la psychologie sociale montre que le contexte, la situation, le lieu, a une influence démesurée. On en revient à la criminalité à New York. L'explication, c'est la théorie des fenêtres brisées. Ça vaut le coup qu'on s'y arrête. L'idée, c'est que des signes de désordre, un graffiti, une vitre cassée non réparée, envoient un message. Le message, c'est personne n'est aux commandes ici, tout est permis. Et ce sentiment d'anarchie encouragerait des crimes bien plus graves. C'est ça. Et ce qui est fascinant, c'est l'action qui a suivi. Au lieu de grands programmes sociaux, le chef de la police des transports de l'époque, William Bratton, il s'est attaqué au contexte. Priorité numéro 1, nettoyer tous les graffitis sur toutes les rames de métro. Dès qu'un train était tagué, on le retirait du service. Exactement. Et priorité numéro 2, tolérance zéro pour la fraude dans le métro. Des flics arrêtaient systématiquement les fraudeurs. Ça peut paraître dérisoire face à des crimes violents. Et pourtant, Et pourtant, ça a été le point de bascule. En changeant ces petits détails de l'environnement, ils ont changé le message. Le nouveau message était « Quelqu'un est aux commandes, les règles s'appliquent ». Et l'épidémie s'est inversée.
Alors, il faut noter que cette théorie est aussi débattue, hein, d'autres facteurs ont pu jouer. Mais pour l'auteur de The Tipping Point, ce changement de contexte a été le vrai déclencheur. Ce qui met en lumière un biais de notre pensée, l'erreur fondamentale d'attribution. On explique le comportement des autres par leur personnalité, il est méchant, en ignorant complètement le poids de la situation. On le fait tous. Et les expériences citées sont troublantes. Il y a la prison de Stanford, bien sûr, des étudiants normaux, équilibrés, et en quelques jours, les gardiens deviennent sadiques et les prisonniers complètement passifs. Le contexte a écrasé leur personnalité. C'est terrifiant. L'idée que notre caractère soit si fragile. Il y a aussi l'expérience du bon samaritain. Oui, celle-ci est particulièrement ironique. Des étudiants en théologie, qui vont faire un exposé sur la parabole du bon samaritain, croisent un homme en détresse. Le seul facteur qui détermine s'ils s'arrêtent, c'est de savoir s'ils sont en retard ou non. Pas leur foi, pas leur valeur, juste ils sont pressés. C'est ça. La situation l'emporte sur tout le reste. Et ce contexte n'est pas que physique, il est aussi social. C'est le dernier point avec cette règle des 150. C'est le nombre de Dunbar. C'est une théorie qui dit que notre cerveau a une limite au nombre de relations sociales stables qu'on peut gérer. Et ce nombre, ce serait environ 150. Et ça implique quoi concrètement? Ça implique qu'un groupe de moins de 150 personnes peut fonctionner de manière informelle, par la pression des pairs. Tout le monde se connaît. Au-delà de 150, c'est impossible. Il faut une hiérarchie, des règles, une structure formelle. Le contexte social change complètement. Et il y a des entreprises qui utilisent ça. L'entreprise Gore, qui fait le Gore-Tex, limite volontairement la taille de ses usines. Dès qu'un site atteint 150 employés, ils en construisent un autre à côté pour garder cet esprit de communauté. C'est un exemple parfait. Et ça peut aussi expliquer le succès de certains livres, comme Divine Secrets of the Yaya Sisterhood. Sa popularité a explosé grâce au club de lecture. Et un club de lecture, c'est un petit groupe. C'est le contexte social idéal pour qu'une idée devienne contagieuse dans une communauté soudée. Donc, si on met tout ensemble, le tableau est assez clair. Pour créer un phénomène viral, il faut agir sur ces 3 leviers. D'abord, trouver les bonnes personnes, les connecteurs, experts et vendeurs. Ensuite, s'assurer que le message est simple, mémorable, qu'il a ce facteur d'adhérence. Et enfin, ne jamais sous-estimer le pouvoir du contexte. Parfois, le plus efficace n'est pas de convaincre les gens un par un, mais de modifier l'environnement dans lequel ils évoluent. La grande idée, c'est que le monde n'est pas si immuable en fait. Des changements profonds peuvent venir d'actions étonnamment modestes si elles sont bien ciblées. On n'a pas toujours besoin de moyens colossaux. Il faut surtout trouver le bon levier. Ce qui amène une dernière pensée pour la route. Toute cette analyse est puissante pour expliquer le passé. Mais si on voulait l'appliquer là, maintenant, si on voulait lancer notre propre épidémie positive, pour une cause sociale, une innovation, par quelles règles on devrait commencer? Est-ce qu'il vaut mieux d'abord trouver le parfait vendeur ou passer des mois à polir le message pour qu'il soit parfaitement adhérent? Ou alors, est-ce que le plus malin ne serait pas de se concentrer en premier sur le contexte dans lequel l'idée va être reçue? Le point de départ idéal, et ce qui ne dépend pas entièrement de la nature de ce qu'on essaie de propager.